Bonjour Isabelle, bonjour Lionel, ça fait plaisir. Des gens qui sont interactifs dès le matin, même si c'est pas toujours simple. Mais ça va, en tous les cas, ici on a un grand soleil, donc ça fait plaisir. Et heureusement que Nama, il en fait partie de la partie. Important. Donc bonjour Nama. Ah, ça fait plaisir, des gens qui interagissent. Bah, vous allez voir, ça va être aussi assez interactif, donc forcément, vous aurez quelques informations et tout, mais après, ça sera aussi à vous un peu de jouer. Donc, si vous voulez, nous pouvons commencer. Bonjour à tous et à toutes. Et bienvenue à notre webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet à la fois passionnant et aussi un peu intimidant, je comprends. Et c'est de comment mettre en place une IA souveraine, sécurisée et alignée avec les exigences européennes. Donc moi, c'est Clara et j'ai aujourd'hui le plaisir du coup de modérer un peu cette session pour que vous vous endormez pas. Et nous allons apprendre comment déjà déployer une IA souveraine et sécurisée au sein d'une entreprise et aussi bénéficier également des retours d'expérience de vrais experts que nous avons aujourd'hui avec nous. Donc voici nos intervenants. Ça sera une fois Noureddine Aboussam. Je vais activer leur caméra, comme ça vous allez également les voir. Hop. Et bonjour à tous. Merci Clara, merci Nama pour cette invitation. Parfait. Donc, Noureddine est directeur des systèmes d'information au Centre scientifique de Monaco, à Monaco. Et c'est un centre de recherche dédié à l'environnement marin et à la protection des océans. Il nous parlera de la sécurité des données dans la recherche scientifique. Et nous avons également Gabin Laurent qui nous rejoindra un peu plus tard. Il est expert en cybersécurité d'IA chez RTE. Et RTE, c'est le plus grand gestionnaire de réseaux électriques en Europe. Donc, il sait comment protéger des systèmes critiques et aussi nos données. Et nous avons Nama Bak, c'est le CEO d'Understand Tech. Il compte 15 ans d'expérience dans la tech. Il est expérience en IA générative et cybersécurité. Il a travaillé chez INXP, Orange et Safran. Et aujourd'hui, il nous expliquera pourquoi sécuriser l'IA est plus crucial que jamais. Donc, pour parler un peu de l'agenda d'aujourd'hui, le webinaire se déroulera en 2 parties. La première partie, Nama vous parlera du coup des liés risques aux architectures non souveraines, les différentes approches de déploiement que l'on rencontre aujourd'hui au sein des entreprises et surtout comment mettre en place une IA que l'on contrôle réellement avec une démonstration concrète d'Understand Tech. Et du coup, la deuxième partie, on aura les retours d'expérience de nos clients, Gaba et Noureddine, pour voir comment cela se traduit concrètement dans le monde réel. Donc, je vois, il y a beaucoup de personnes qui nous disent bonjour. Donc, bonjour, ça fait plaisir que vous soyez là. Et puis, donc voilà, nous terminons tout ça par une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas de noter vos questions et puis ça se fera la plupart à la fin de la session. Et maintenant, j'arrête de parler et je donne la parole à Nama. Merci Clara. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a déjà pas mal de commentaires, donc n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour les questions. Je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran Clara, c'est bon? Clara, c'est good? Tu vois C'est mon parfait. écran? Ok, nickel. Gabin nous rejoindra après. Il a une contrainte personnelle de dernière minute, mais il sera là pour présenter sa partie. Merci Nordine d'être là. Donc, le sujet, souveraineté. Souveraineté des solutions IA, plateformes qui sont déployées au sein des entreprises. Donc, ma partie, je vais juste vous donner un peu plus de contexte avant d'aller par les mêmes solutions. Pourquoi ce sujet est très important. En termes, on va parler des exigences, par exemple, européennes. Pourquoi vous, en tant que RSSI ou en tant que responsable au sein d'une entreprise qui déploie de l'IA,
ce sujet et il vous touche directement, que ce soit de point de vue légal ou même stratégique. Et après, on parlera des possibles solutions par rapport à ces exigences et comment Understand Tech fait ça. Et on va vous montrer une démo. Il y aura aussi un peu d'animation, bien sûr, à travers ma présentation. N'hésitez pas à mettre vos questions et on va les prioriser à la fin. Et on va essayer de répondre à toutes les questions posées. OK. Donc, si vous connaissez tous l'IA, vous connaissez tous ChatGPT, vous connaissez tous Copilot, donc tout le monde sait ça et je n'ai pas besoin d'expliquer. Mais il y a d'entreprises, la plupart des IA qui sont déjà déployés au sein des entreprises, ils représentent déjà pas mal de problèmes où vous n'êtes même pas au courant. Okay, ils ne sont pas souverains, si vous voulez. Ou ils sont souverains seulement en apparence. Pourquoi? Parce que la plupart des solutions IA qui sont aujourd'hui déployées, vos données vont sortir de vos périmètres. Quand un salarié va poser une question sur une IA, je vais prendre un truc tout bête, un abonnement chez un ChatGPT, où il va poser une question concernant quelque chose interne. Par exemple, il va mettre son pricing, les prix ou la roadmap, feuille de route ou des choses un peu confidentielles. Toutes ces informations-là, ils vont sortir de votre périmètre, ils seront analysés par des serveurs en dehors de votre périmètre. Et donc là, on casse toute la partie confidentialité de la donnée et donc la souveraineté de la solution déployée. Et à ce moment-là, on verra tout à l'heure en termes de réglementation, ça a un impact. Donc, c'est l'un des premiers points, c'est que vos employés, ils ont accès à pas mal d'outils pour la vidéo, pour l'imagerie, pour le texte. Et la plupart de ces outils-là, vos données sortent de vos périmètres, ça ne tourne pas chez vous. Deuxième problème, vous ne contrôlez pas les clés de chiffrement. Donc, même quand vous utilisez des IA où ils vont chiffrer ces données qu'ils vont recevoir de votre part, la plupart des fois, vous n'avez pas de garantie que ces données sont vraiment chiffrées. Et même si elles sont chiffrées, vous n'avez pas nécessairement accès à la clé qui chiffre ces données-là. Ça veut dire le prestataire ou l'éditeur des logiciels en question, c'est lui qui a accès à la clé et donc lui peut déchiffrer la donnée. Et ça, pareil, ça casse, on va le voir tout à l'heure, ça casse la chaîne de trust, la chaîne de sécurité. Et le dernier point, c'est hyper important, on confond souvent une solution hébergée en Europe souveraine. Une solution qui est hébergée en Europe n'est pas nécessairement souveraine. C'est deux choses totalement séparées. On peut avoir une solution qui est hébergée en Europe, hébergée même en France, au sein des serveurs européens, ou français, sans qu'il soit souverain, parce qu'à la fin, il va se connecter à des éditeurs de logiciels ou à des SaaS qui sont, par exemple, basés aux États-Unis. Je prends un truc tout basique. Vous prenez une solution IA, ou derrière, il s'intègre avec ChatGPT via des API. Et donc, même s'il s'héberge en Europe, ce n'est plus une solution souveraine parce que toutes vos questions et toutes les réponses elles sont construites en dehors de l'Europe et sont construites via des serveurs de OpenAI. Et donc, ces choses-là, la plupart des entreprises avec qui on parle, ils ne se rendent même pas compte que c'est vraiment réel. Oui, j'ai une solution qui marche très bien et qui tourne chez moi, voilà, avec un player français, mais il faut vérifier que vos données restent dans vos périmètres. Il faut vérifier que vous avez la clé qui permet de chiffrer et déchiffrer vos données. Et il faut vérifier que l'hébergement n'est pas juste européen, mais l'ensemble de la chaîne derrière est européen. Et donc, qu'est-ce qu'il en dit la réglementation? Bon, avant de parler de la réglementation, un test simple, parfois on plaisante avec nos clients. Il suffit de copier Internet par rapport aux solutions que vous utilisez. Et s'ils ne marchent plus, ça veut dire qu'ils ne sont pas souverains. Ça veut dire qu'ils se connectent à des serveurs distant qui sont en dehors de votre périmètre. Et ça veut dire que ça ne marche pas. Et ça, c'est un truc qui marche très bien dans l'IA parce qu'il y a toujours des LLM derrière. Et donc, si le LLM ne tourne pas chez moi, ça veut dire qu'il y a un souci potentiellement de confidentialité. Et qu'en dit la réglementation? Donc, il y a ce que je vous dis moi dans le slide précédent, mais il y a aussi des règles dont vous êtes obligé de prendre en compte. Et ils ont un impact financier, réglementaire et juridique sur votre entreprise. Donc, il y a l'UI Act qui est rentré en application en août 2024. Et toute entreprise européenne est obligée de respecter désormais cette réglementation. Et cette réglementation, qu'est-ce que vous dit? Il y a deux aspects d'ailleurs. Pour ceux qui fabriquent les LLM, donc ceux qui développent les LLM, donc on va prendre Mistral par exemple, et ceux qui utilisent les LLM. Donc vous, en tant qu'entreprise, quand vous allez utiliser une IA, donc derrière il y a un modèle de langage naturel, vous devez avoir une stratégie de traçabilité. Vous devez savoir l'origine de LLM, sur quoi il a été entraîné, où il est hébergé,
Et donc, tous ces aspects-là, vous devez les documenter. Et si vous avez un contrôle ou un audit, vous devez montrer voilà, tous ces aspects-là. Mais quand vous utilisez quelque chose où vous n'avez pas nécessairement le ownership, je veux dire, vous ne savez pas qu'est-ce qui est vraiment utilisé derrière, ben vous ne pouvez pas répondre. Vous ne savez pas où il est exécuté, vous ne savez pas qui a accès, vous ne savez pas si les données qui rentrent, est-ce qu'ils rentrent le modèle ou pas. Et l'impact, c'est 7% des chiffres d'affaires d'amende. Je pense que c'est trentaine de millions d'euros, ça c'est la limite. Mais voilà, il peut y avoir un impact financier, juridique directement si vous n'arrivez pas à justifier ou à montrer tous ces aspects-là. Il y a aussi le NIS 2, qui est une réglementation qui est axée sur la cybersécurité. Ça existe depuis 2024, mais maintenant il a des implications sur l'IA, parce que l'IA, il est considéré comme une brique technologique critique. Okay, le NIS 2, il adresse principalement le cloud, mais maintenant l'IA en fait partie. Et ça a un impact directement sur les RSSI, où leur responsabilité personnelle, il est engagée. Pareil pour les CEO des boîtes. Pourquoi? Parce que si vous n'arrivez pas à démontrer que votre brique IA, il a été audité, supervisé et documenté, et s'il y a un souci, un incident, par exemple, un jour, les données de vos clients, ou par exemple des données personnelles de vos salariés se retrouvent sur Internet, ben, vous devenez responsable personnellement. C'est ce qui dit la réglementation en NIS2. Donc pareil que l'UI Act, sauf que celle-ci, elle est plutôt, on va dire, globale. Vous devez documenter toute votre solution IA qui est utilisée, que ce soit sur l'aspect hébergement, qui a accès, la donnée qui sont utilisées en entrée et en sortie. L'autre réglementation, ça c'est pas obligatoire, c'est l'ANSSI, c'est en France, mais ils ont développé tout un tas de recommandations qui aident les entreprises à implémenter une IA souveraine sécurisée en France. Et ils vont reprendre presque la même chose que ce qui fait l'UI Act et NIS2, mais ils vont rajouter plus de contrôle sur tout ce qui est flux sortant. Ça veut dire vraiment, ils vont vous demander de contrôler quand vous utilisez une IA, voilà, un truc type ChatGPT, vous devez savoir ce qui sort exactement de votre entreprise. Et en général, ils vous même recommandent qu'il n'y a rien qui doit sortir. Ça veut dire que ça doit tourner au sein de votre périmètre. Donc, c'est vraiment un truc très intéressant pour les gens qui ne savent pas où commencer. La réglementation qui a été développée par l'ANSSI, et Nordine, il la connaît très bien parce que ça faisait partie de son cahier de charge quand il a travaillé avec nous, et ça vous permettra d'avoir un niveau de sécurité qui va vous permettre de respecter tout ce qui est IA Act et NIS2. L'RGPD, c'est le dernier point. Ça, il existe depuis longtemps, mais maintenant, avec l'IA, ça devient encore plus important parce que quand vos salariés vont utiliser l'IA et qu'ils mettent des données personnelles, par exemple, de vos clients, là, vous cassez la chaîne de confiance. Okay, parce que si l'IA est utilisée, il est américain en l'occurrence, en tout cas, il n'est pas un nom européen, même si le fournisseur il est européen, là, vous cassez la chaîne de confiance parce que ça sort des serveurs européens, ça va sur une IA voilà, ailleurs, en dehors de l'Europe. Et donc, c'est hyper important de tenir ça en compte. Donc, mon point, donc il y a deux choses comme on l'a vu, il y a des problèmes qui sont réels et il y a de la réglementation. Mais la souveraineté, le point le plus important, la souveraineté ne dépend pas du lieu où se trouve la plateforme. C'est ça vraiment que je voulais transmettre aujourd'hui. Le lieu de la plateforme ne veut pas dire que c'est souverain. Ça ne veut pas dire que quand vous travaillez avec une plateforme française ou européenne, que c'est souverain. Mais ça dépend de où est l'inférence, ça veut dire où les réponses à mes prompts sont générées, ou qui détient les clés qui permettent de chiffrer et de déchiffrer la donnée. Et est-ce que le flux de ma donnée sort de mon entreprise ou pas? C'est vraiment trois aspects-là qu'on va aller voir en détail. Et j'ai un petit quiz là, juste pour voir, et là j'aimerais bien qu'il y ait des petits commentaires, des réponses, et peut-être on offrira un petit abonnement premium à la personne qui répond à la plupart des questions. Donc là, je reprends ici, donc juste pour voir si tout le monde suit. Donc là, on va prendre trois solutions et on va essayer de comprendre laquelle qui est souverain et laquelle qui n'est pas souverain réellement. Donc là, la première, c'est trois architectures. La première, c'est, prenons un prestataire SaaS, européen, et qui utilise un LLM public type Anthropic. On le voit ici. Donc, c'est une IA SaaS que vous utilisez directement dans l'entreprise, mais derrière, vous le savez, utilise un service de modèle tierce, cloud, Anthropic ou DeepSeek ou ce qu'on veut. Est-ce que, selon vous, cette architecture-là, elle est souverain ou pas? Si vous pensez que c'est souverain, pouce en haut. Sinon, je ne sais pas s'il y a un pouce en bas. Dans LinkedIn, je ne crois pas. Voilà. Si vous pensez que c'est souverain, juste pouce en haut.
Alors, on va essayer, on va dire que c'est souverain, et la réponse est non, parce que même si le prestataire il est européen, mais si la réponse de LLM il est faite dans un service tiers qui est en dehors de l'Europe, ben, on n'est plus dans le socle de la souveraineté. Donc, on est plutôt sur une solution pas souverain qui ne va pas vous permettre de respecter finalement la réglementation européenne. La deuxième question, la deuxième architecture, ça y est. Là, on a compris, le SaaS seul avec un LLM externe, ça ne marche pas. Mais maintenant, je voudrais tout rapatrier chez moi. Donc là, je vais vraiment implémenter ça dans mes propres serveurs, chez moi, vraiment tout en interne. Et donc, il y a des plateformes qui font ça aujourd'hui, mais malgré tout, le LLM qui est utilisé, parce que les LLM, parfois, ils sont tellement gros que je ne peux pas les tourner chez moi, ça coûte trop cher, il reste à l'extérieur. Donc, j'ai une partie de l'application qui tourne chez moi et une partie qui est à l'extérieur. Est-ce que c'est à votre avis, cette solution-là, il est souverain ou pas? OK. Nous pouvons attendre un peu, parfois c'est un peu décalé avec le live. Là, je viens de voir les réponses. Othman, William, il a dit ça dépend tout à l'heure. Alexandra, il a dit non. Lionel, Isabelle, bah parfait. C'est des belles réponses. Et pour celle-ci, allez, donc la réponse ici, c'est pareil, c'est pas souverain, parce que une interface graphique qui va tourner en local, on va dire une application qui va tourner en local, où le LLM il est en dehors de votre périmètre, ça ne veut pas dire que c'est souverain, en fait, c'est pas souverain. Ça dépend où le LLM il tourne. Et donc, à partir du moment que le LLM qui est utilisé il est en dehors de votre scope, en dehors de vos serveurs, bah là, clairement, ça représente des problématiques. Bien sûr, si vous travaillez avec Mistral directement, je donne un exemple, mais il faut pas mal d'investissement, où tout tourne dans vos périmètres. Là, dans ce cas-là, ça devient souverain. Donc là, je vois que la plupart des personnes, ils ont répondu correctement. Le dernier, il est un peu plus, on va dire, compliqué, on va voir. Donc là, je prends une configuration où j'utilise un cloud privé, cloud privé, même français, type OVH. OK. Et le LLM aussi, il est hébergé au sein directement de ce cloud privé. OK. Ça veut dire tout tourne au sein de ce cloud privé où il y a une instance vraiment dédiée. Est-ce que, à votre avis, cette configuration-là, elle est souveraine ou pas? Donc, on va essayer. Pas souverain, pas tout à fait. Ça dépend en fait. Là, on est presque arrivé, mais le point important, c'est qui détient les clés, ok, qui vont permettre de déchiffrer vos données. Je vous donne un exemple. Vous travaillez avec AWS par exemple, Amazon ou Azure ou GCP, Google Cloud, par exemple. C'est des super clouds américains, mais ils ont des hébergements même en France. Mais en fait, vous pouvez avoir une architecture très souveraine à partir du moment que vous avez les clés qui permettent de déchiffrer vos données quand elles sont stockées dans ces bases de données-là. Okay? Quand vous allez générer la réponse au sein d'un LLM qui tourne dans votre VPC, c'est très bien parce qu'ils peuvent vous prouver exactement que ça tourne en Europe. Mais si vous n'avez pas la clé, ou si eux qui détiennent la clé qui permet de déchiffrer vos données, ben à ce moment-là, vous êtes plutôt en dehors du scope de la souveraineté parce que, voilà, via le Cloud Act américain, on peut demander finalement aux fournisseurs de donner la donnée des clients. Donc, il faut demander cet aspect-là, c'est hyper important. Quand même vous travaillez avec ces clouds, il faut savoir qui détient les clés et donc il faut que les clés, ça soit vos clés à vous. Ça veut dire que le cloud, il ne sera pas déchiffré à ce moment-là, vos données-là. Et donc, dans le marché, il y a pas mal d'offres qui vont dans ce sens. Donc voilà, ça c'est juste pour vous montrer qu'on peut penser que la plupart de ces solutions sont souveraines, mais en réalité, il y a pas mal de petites subtilités qu'il faut faire attention. Donc là, je reviens à la présentation. Et Clara, tu regarderas toutes les questions, pardon, les réponses et on reviendra vers les personnes plus tard. Ça marche. Allez, mon dernier slide là, après on va parler des solutions. Donc vraiment une solution souveraine, si j'essaie de la résumer en 3 points, il y a d'autres points, mais vraiment les 3 points les plus importants dont vous devez faire attention, c'est où est votre LLM. Ça veut dire où il est hébergé,
comment dire, quelle est l'origine de cet LLM open source privé. Et vous devez avoir toutes les informations qui vous permettent d'aller documenter plus tard lors d'un audit. Et l'hébergement doit être bien sûr en Europe. Qui contrôle vos clés? Les clés qui permettent de déchiffrer les prompts et les réponses qui sont fournies par votre prestataire de service. Donc ça, c'est hyper important que ça soit vos clés à vous. Il n'y a que vous avez accès, parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas accès à ces clés-là, ça veut dire c'est le prestataire qui a tout accès, ben, il peut accéder à vos données. Ça, et du coup, on casse la chaîne de confiance. Le dernier point, c'est le flux de données. À partir du moment que les données sortent de votre périmètre, ben là, ça doit vous faire un truc. Il y a un petit risque là ici que je dois regarder. Donc, il faut demander, bien sûr, des évidences, vous devez dire des preuves, comment ces données-là ils sont stockées, tout ça, tout ça. Donc, vraiment, ces 3 points-là, si vous faites attention, contrôle de l'inférence, contrôle de vos clés, contrôle de vos flux, ben, normalement, vous devez couvrir 90% des exigences qui vont de la réglementation européenne. Maintenant, on va voir comment Understand Tech répond à ces aspects-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé Understand Tech à la base. C'est vraiment qu'on a vu que pour les entreprises, il faut une solution sécurisée, mais pas juste sécurisée, déguisée, mais une vraie sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez Understand Tech pour les personnes qui ne le savent pas? Ben, on fournit une plateforme d'IA générative sécurisée, dédiée aux entreprises. La sécurité est le cœur de ce qu'on fait, et on va le voir. Il y a plusieurs modes de sécurité, et on donne la main à l'entreprise pour choisir le niveau de sécurité dont ils ont besoin en fonction aussi de budget d'investissement qu'ils ont. Okay. Il permet de créer des assistants IA à partir de n'importe quelle source de données. Là, on voit quelques connecteurs ici sur l'écran. Ça peut être des documents RH, juridiques, des documents techniques. Ça peut être des documents qui sont stockés sur SharePoint, Google Drive. Peu importe, là, on a pas mal de connecteurs. L'une des spécificités, c'est très simple à utiliser. Il n'y a pas besoin d'être un technicien pour utiliser Understand Tech. Ça veut dire même un département RH sans l'IT peuvent utiliser Understand Tech. Ça veut dire l'IT va qualifier la plateforme, bien sûr, mais au quotidien, je n'ai pas besoin d'être un ingénieur ou technicien pour vraiment utiliser la plateforme. Et on a une stratégie en fait qui est basée sur ce qu'on appelle les multimodales. Donc on va activer plusieurs LLM pour donner le choix à nos entreprises. Donc, quelqu'un qui est basé en Europe, en France, vaut mieux qu'il utilise un LLM français, par exemple Mistral. Mais pour les plus qui veulent aller sur la sécurité la plus absolue, on a notre propre LLM, on va en parler, qui s'appelle Understand AI et qui est basé sur de l'open source. Et on est des grands fans et des grands, comment dire, même en termes de stratégie, de croyance, l'open source pour nous, c'est très, très important dans l'IA parce que c'est de la transparence. Et ça, d'ailleurs, pour la réglementation, c'est hyper important. Et donc, Understand AI, il est basé sur de l'open source. Qui est documenté et tout est public. En gros, on n'est pas sur un coffre, on va dire, où on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Non, tout est documenté. Et le dernier point, en termes de cas d'usage, il y a tellement de cas d'usage. On peut générer de la documentation, on peut créer des assistants type de chatbot pour son site web interne, pour son site web externe. On peut développer des agents qui font des supports clients ou des agents aussi pour la partie commerciale. Je regarde l'heure, je vais aller juste un peu plus rapidement sur les prochains slides. Donc, Understand AI, c'est un modèle open source et sa particularité, c'est qu'il peut tourner dans vos propres infrastructures. Et lui, il est multimodal, ça veut dire qu'il sait traiter du texte et il sait traiter de l'image. Quel que soit le fichier que vous lui donnez, que ce soit du texte, du CSV, des PowerPoint, qu'il y ait des images ou pas, il est capable de traiter tout ça et de vous sortir finalement un assistant qui sait comprendre le texte et l'image pour faire des assistants IA, génération de documents, et des chats sécurisés. Et toute cette sécurité-là, ce n'est pas quelque chose qu'on va juste dire qu'on fait, mais il est certifié par des laboratoires indépendants. Donc, on a investi dans le SOC 2. Donc, c'est une certification américaine qui est très connue, mais il peut être utilisé en Europe. Et on est aussi RGPD compliant, GPDR. Donc, on a investi ça pour prouver que toutes ce qu'on dit, c'est vérifié par des laboratoires indépendants. On n'est pas juste sécurisé comme ça. En termes de déploiement de Understand Tech, et c'est là où on va arriver sur la sécurité, en fait, il y a plusieurs manières de déployer Understand Tech. Ça peut être le SaaS, ça c'est pour un pilote rapide. Ça peut être un SaaS sécurisé. On va voir qu'on peut avoir de la sécurité sans aller nécessairement sur de on-prem. Mais ça peut être aussi, on a aussi une couche qui est logicielle qui peut être déployable directement dans vos propres VPC, donc dans vos propres clouds ou vos machines que vous avez en interne. Et puis le dernier point, on a ce qu'on appelle AI on the box. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer actuellement. Donc, c'est un box comme celui-ci que vous pouvez mettre au sein de votre entreprise et on peut mettre plusieurs de ces box.
et toute l'application Understand Tech, il tourne dedans. Et ce box-là n'a pas besoin d'être connecté à Internet. C'est ça la particularité. Il peut tourner sur votre réseau local. Et on va en parler dans une seconde. Et là, rapidement, je vais aller juste faire une petite démo pour vous montrer. Là, si je reviens là. Hop. Alors, je ne vais pas faire la démo, toute la démo, mais c'est vraiment, je vais me focaliser juste sur la partie sécurité. Donc, quand on est sur Understand Tech, on va accéder à pas mal de modèles. Et parmi ces modèles-là, c'est Understand AI. Et comme vous le voyez ici, c'est le gardien de la vie privée. Il a été conçu pour cette raison, c'est la sécurité. Il ne va pas apprendre de vos données. Chaque client, chaque instance de client, il est isolé. Et toutes les données derrière sont chiffrées avec vos propres clés. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comment activer le chiffrement, par exemple, sur un modèle comme celui-ci. Donc, quand j'arrive sur Understand Tech, je peux aller sur mon compte, dans le centre de confiance, et je vais créer une clé qui me dédie à comment qu'il la connaît. Donc là, pour la démo, on va faire un truc très simple. Hop. Et je confirme. Okay. Une fois que j'ai ma clé, là, ça y est, je suis sur l'espace de confiance. Donc, tout ce que je vais taper sur Understand Tech et tout ce que Understand Tech va me donner, c'est chiffré de bout en bout. Même nous, on n'a pas accès. Et les clés de chiffrement, ils sont dérivés à partir de ce secret qu'on vient de saisir. Et ce secret-là, il n'est pas stocké sur notre base de données. Et si vous le perdez, on ne peut pas avoir accès à la donnée par la suite. Et donc, c'est ça, en fait, l'approche qu'on a fait. C'est une approche qui est basée sur la sécurité côté logiciel, applicatif, et qui est indépendante de où l'application tourne. Et après, une fois que j'ai ça, par exemple, quand je vais créer un assistant, et là, je vais créer un assistant très simple. Par exemple, on va l'appeler, par exemple, chart ou assistant RH. Assistant RH, démo webinar. Là, je vais juste mettre quelques documents. Là, je vais mettre un chart de télétravail, procédure de note de frais. Supposons que c'est des choses très confidentielles. J'arrive sur la partie avancée et je choisis le LLM que je veux. Et en l'occurrence, par défaut, c'est Understand AI qui est sélectionné. On a le choix pour d'autres clients de choisir Mistral ou OpenAI, mais là, on va sortir de scope de la souveraineté. Mais pour la souveraineté, on peut rester sur Understand AI, qui est le modèle qui est sécurisé. Et après, je clique sur créer. C'est vraiment très simple. Et nous, derrière, on va créer cet assistant IA. À la base, c'est LLM. Les données seront totalement supprimées de notre serveur. Et ce qui va rester, c'est juste ce qu'on appelle le index. En gros, vos données indexées, chiffrées, bien sûr, avec la clé qu'on vient de créer. Donc là, ça a été fait. Et maintenant, on va voir que l'assistant, il y a une petite clé ici qui montre que ça veut dire que c'est un assistant qui est chiffré. Même nous, on n'a pas accès à cette conversation. Et là, je vais lui poser une question très simple. Je suis en déplacement à Paris. À combien ai-je le droit par nuit d'hôtel? Et là, voilà, l'IA, il va aller chercher dans le fichier et il nous dit 150 € par nuit d'hôtel. Et ce qui est important ici, c'est que c'est une IA intelligente. Ça veut dire qu'à aucun moment, c'était marqué 150 €, mais c'était marqué capital européen, c'est 150 €. Mais il fait la liaison que Paris, c'est une capitale européenne dans 150 €. Mais là, ce qui est le plus important, nous, dans nos serveurs, même nos admins chez Understand Tech, on ne sait pas ce que vous avez posé comme question, on ne sait pas ce que l'IA vous a sorti, parce que tout est chiffré. Voilà. C'est ça l'avantage qu'on a ici avec Understand AI par rapport à d'autres modèles. Donc là, je reviens sur la présentation. Et je vais bientôt donner la main à Nordine. La même chose, on peut le faire chez vous. Donc ça, c'est juste une architecture, si vous voulez faire une copie d'écran. En fait, toute l'application, il est containerisé. Pour les gens qui savent ce que c'est, container. Donc on a tout containerisé sous forme de Docker. Vous le voyez à droite. Et on donne un Terraform en open source qui est sur GitHub, vous pouvez d'ailleurs contribuer, qui vous permet en quelques minutes d'aller prendre tous nos images Docker et de les installer dans votre propre cloud ou en premise. Là, j'ai donné l'exemple de AWS parce qu'on bosse avec eux, mais ça peut être OVH, ça peut être Azure, ça peut être GCP. Et toute l'application, dans ce cas-là, il va tourner dans votre propre réseau, dans votre propre VPC. La même chose, il se fait avec la box que je viens de montrer. Donc ça, c'est un nouveau projet sur lequel on bosse. Le produit sera disponible fin décembre. Mais on a pris ce box qui vient de chez NVIDIA.
il est tout petit, il est accessible en termes de prix pour n'importe quelle entreprise et toute l'application d'Arstan Tech, il peut tourner dedans. Et pourquoi on a fait ça? Parce que tout le monde ne peut pas faire ce que j'ai montré dans le dernier slide. On n'a pas d'équipe IT. Par exemple, si je prends des avocats, des comptables, et avec cette solution, ils n'ont pas besoin de faire aucun développement. Ils achètent le box, ils mettent notre software dedans, ils le branchent sur l'électricité, et là, vous avez une IA vrai souverain parce que ça tourne dans vos périmètres, les données ne sortent pas de chez vous et qui pourra être accessible à tous les salariés. Donc, je vais m'arrêter là et je vais passer la main à Nordine qui va vous expliquer comment ils ont travaillé avec nous et sa vision aussi de la souveraineté. Merci Nama pour cette passation. Donc, moi, globalement, ce que je vais vous faire, c'est mon retour d'expérience. Alors, déjà sur comment j'ai mené le projet, parce que effectivement, on peut avoir des utilisateurs qui vont vous demander l'IA, parce que c'est un sujet qui est tendance aujourd'hui. Comment avoir mené ce projet-là, le dérouler et vous faire un des rétex, parce qu'on a fait pas mal de cas, mais un des rétex concrets qu'on a intégré nous ici au centre scientifique de Monaco. Voilà, donc je passe au slide suivant. Nama, s'il te plaît. Donc, ma démarche, comment je l'ai faite? Parce que, comme je vous ai dit, dans n'importe quelle entreprise, c'est vraiment on peut appeler ça un effet de mode, hein, tout le monde parle de l'IA, etc. Mais avant de parler de l'IA, il faut bien comprendre le vrai besoin du métier. Donc, quand je parle de besoin, ça veut dire il faut aller rencontrer les gens, discuter avec eux pour comprendre avec eux c'est quoi pour eux un sujet IA. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai bien identifié les usages réels de l'IA au sein du centre scientifique de Monaco. Alors, ce qui est important, c'est là, il faut aller plus se positionner avec la direction, etc. Il faut que ce besoin, cette orientation, elle soit quand même orientée liée à la stratégie de l'entreprise. Donc, si c'est quelqu'un qui a besoin de dire, moi, ça me permet de faire ça, mais si ça rentre pas dans le cadre de l'entreprise, dans la stratégie, il y aura pas d'adhérence et il y aura pas de sponsoring et du coup, il y aura pas forcément de budget. Donc c'est pour ça que j'ai dit un peu éviter tout ce qui est un peu l'effet IA gadget. Donc faut vraiment viser l'impact concret. Ça veut dire si on est on fait de la recherche scientifique. Donc les scientifiques, pour eux, il y a beaucoup de recherches documentaires, ils doivent comparer, etc. Pour leur faire gagner du temps, le sujet, il faut qu'ils traitent un peu de l'orientation des sujets plus scientifiques. Et ensuite, on a des parties des équipes support, hein, comme l'IT, la partie RH, la partie structure. Eux aussi, ça veut dire qu'on commence à leur mettre une solution qui leur valorise leur quotidien, leur faire gagner du temps. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout ce qui est à gadget, un truc qui est marrant qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, modifier une image parce que c'est drôle, etc. Pour moi, c'est pas un projet, c'est pas orienté professionnel, c'est pas le besoin. Donc moi, ce que je fais toujours, c'est toujours une approche combinée. Ça veut dire c'est top-down et bottom-up. Top-down, c'est vraiment la partie vision, c'est-à-dire aller rencontrer les gens, comprendre et pour qu'on puisse traduire ça de manière technique. Et bottom-up, ça veut dire proactif, ça veut dire c'est plus la partie couche technique, etc. Et c'est là où le DSI ou le RSSI dire il va faire le bon choix. Ça veut dire qu'on trouve une solution, mais qui correspond aussi à la fois au métier, pour pas que ça soit une usine à gaz. Et en même temps, en tant que moi DSI, mon objectif, c'est de pas monter une usine à gaz parce que sinon, l'usine à gaz, ça veut dire qu'il faut que je passe du temps derrière pour aller la manager, etc. Et c'est pas mon but parce que j'ai beaucoup de projets, on a une roadmap qui est assez importante. Et il faut que trouver le bon outil. Donc c'est pour ça on est parti sur cette solution. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, moi je suis parce que j'ai quand même un background assez orienté plus sur l'aspect technique, infrastructure et sensibilisation sur la sécurité réseau. Donc c'est bien de sensibiliser les enjeux de la souveraineté. Donc déjà, il faut expliquer, c'est ce qu'a fait Nama en introduction. L'IA, ce que vous utilisez ou vous consommez en grand public, hein, parce que quand c'est gratuit, c'est vous le produit, hein, souvent, d'expliquer toutes les dérives et qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière, mais en l'expliquant de manière simple et pour comprendre les risques. Typiquement, je peux vous donner des exemples. Un chercheur ici, il fait de la recherche. Je lui dis, si tu uploads tes documents de recherche et ta recherche, toi, ton objectif, c'est de faire une publication derrière, peut-être dans 3 ou 4 ans. Si tu commences à alimenter tous ces éléments-là, potentiellement, quelqu'un pourrait très bien dire, Monaco, il est en train de faire quel type de recherche? La donnée, elle existe.
et il pourrait peut-être publier même avant toi. Donc ça, juste ce point-là, en sensibilisant, ça fait un peu réfléchir les gens. Donc j'ai vraiment mis, sur l'aspect, sécurité. Sur la partie analyse et intégration de la sécurité, bah, c'est déjà on fait une analyse de risque sur les données. Heu, comment on y accède? C'est pareil parce qu'on va donner un outil qui va être accessible aux utilisateurs. Comment y accéder? La solution qui garantit cette confidentialité. Le chiffrement, il en a parlé Nama sur cette partie de la clé qui protège. Et surtout, moi j'ai beaucoup insisté, j'en ai parlé beaucoup à Nama, c'est que la base vectorielle soit vraiment chiffrée. Du coup, le critère de choix de la solution, moi, on va intégrer, à part l'outil, vraiment une approche toujours secure by design. Alors, quand on parle de secure by design, bah, il faut qu'à un moment donné, la partie ROI soit mesurable et cohérente, hein, parce que des solutions IA, si on nous parle d'un budget de 100 ou 200 000 euros, c'est pas parce qu'on est à Monaco qu'on a forcément les moyens. Donc, il faut quand même rester sur quelque chose de cohérent. Et que surtout, ça c'est en termes de coût et que la solution soit intégrale en termes de, du coup, aussi, tu peux juste revenir un petit peu avant, Nama? Voilà. Éviter, du coup, nous, notre stratégie, c'était éviter le développement lourd. Ça veut dire si je prends un outil, bah, l'outil, il faudrait qu'à un moment donné, je puisse le rendre accessible. Donc quasiment, le choix de la Tech, c'est un outil qui est quasiment end user. Donc on peut très bien, avec une petite formation de 30 minutes, le concept est très simple. Et moi derrière, c'était de pouvoir l'intégrer dans nos outils et nos différents outils. Donc là, je vais vous donner après l'exemple de la partie RH, mais ça permettait de l'intégrer et surtout avoir cette scalabilité dans le temps avec le bon partenaire. Ça veut dire que bah, demain, surtout ce qu'on travaille avec l'équipe Anderson Tech, c'est que c'est des projets qui, toutes les semaines, il y a des nouveautés. Donc il faut que votre partenaire soit très réactif et qu'il puisse vous intégrer. Donc c'est ça aussi qui est important qu'il faut mettre dans la balance. Donc globalement, le rôle du DSI, du RSSI, bah, c'est d'assurer l'équilibre, donc innovation, sécurité, et basé bien sûr sur le budget, hein, on peut partir sur le triangle d'or, hein, c'est coût, qualité, délai, hein. Garantir aussi une adoption fluide par les collaborateurs, c'est ce qu'on a fait. On a beaucoup travaillé pour que ça soit intégré facilement, que ça soit pas quelque chose de très compliqué. Et surtout, c'est construire sa trajectoire durable. Ça veut dire là, on a fait 2, 3 use cases, mais l'objectif, c'est d'en faire d'autres et que ça soit à chaque fois intégré dans l'outil, dans la partie métier des scientifiques ou de la partie administrative. Donc du coup, c'est pour ça que je dis l'IA, c'est pas une finalité, hein, c'est une réponse à un besoin métier spécifique. Donc ce qui va faire l'adhérence aujourd'hui, c'est quoi? C'est un peu la pertinence, simplicité, faut pas que ça soit très compliqué et bien sûr, sur ce scope-là, c'est la sécurité. Donc garantir la souveraineté des données, bah, pour nous, côté centre scientifique, c'est quelque chose d'important et on n'aimerait pas que des documents de recherche scientifique soient éparpillés dans la nature. Donc globalement, hein, c'est que ça doit créer de la valeur. Là, je vous prends un des cas d'usage, hein, on en a fait d'autres, hein. On a pris un truc simple qui est assez transverse, le cas d'usage, c'est qu'on a un portail RH, SIRH, sur lequel j'ai rajouté un plugin, un icône, hein, qui s'appelle Chatbot Camille, où dedans, bah, j'ai mixé, on a plein de documents, de notes, de services, de notes de service, de réunions de service, de délégués de personnel. C'est des données, enfin, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fichiers, sous format PDF ou format image parce qu'il y a des rapports dedans. Donc, avant de mettre ça, c'était quoi la contrainte? Ben, il fallait aller dans l'onglet qui s'appelait Documents et après, il fallait chercher chaque document. C'était classé comme dans un répertoire Windows. Chercher, c'était pas le bon et on perd énormément de temps. Donc là, le chatbot qu'on a mis, c'est de dire, on pose une question et ce qu'on a intégré dans la réponse, c'est à chaque fois que tu me donnes la source et l'arborescence où ça se trouve. Comme ça, si je veux les détailler, je peux aller chercher l'information complète et du coup, j'ai la note de service officielle. Et ça, globalement, ça fait gagner aujourd'hui un temps fou aux équipes RH parce qu'on nous a déchargé des questions de base et à les utilisateurs, ils ont gagné un peu en autonomie. Ça, c'est un des cas d'usage. Après, on a des cas d'usage sur la partie RH, enfin, sur la partie recherche, sur tout ce qui est analyse de documents ou d'analyse ou de même certains. On travaille aussi sur la partie séquence. Mais c'est pas fini, c'est juste le début. L'objectif, comme je parlais, c'était
d'avancer sur ce cas d'usage-là et de trouver. L'idée, en fait, c'est de dire, on essaie de créer des accompagnements pour dire qu'on fait de l'IA, mais de l'IA qui a une valeur ajoutée, hein. C'est pas de dire on fait de l'IA de manière générale. Donc, pour résumer, être simple, comprendre vraiment le besoin métier. Qu'est-ce qui les embête en fait au quotidien? C'est ça en fait, hein, on vend pas, hein, c'est de leur enlever la douleur qu'ils ont aujourd'hui au quotidien. Et quand on comprend ça, bah, il y a une adhérence pour moi qui est assez quasiment à 90%, hein, qui est assez forte. Alors, globalement, c'était notre retour d'expérience. Je passe la main à, à Gabin, Laurent. Bonjour à tous. Je ne sais pas si on m'entend. C'est tout bon, on t'entend. Ok, nickel. Alors, moi, je vais vous parler de l'expérience de RTEI, qui est une filiale de RTE, donc la filiale internationale de RTE. Et je vais vous parler donc du gros sujet qui est l'intégration de l'IA dans nos métiers et du sujet sous-jacent qui ici nous intéresse, qui est le provider de LLM. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc les enjeux de RTE International qui, est un je vais peut-être un peu décrire l'entreprise avant de définir ces enjeux. Donc RTE International, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans les réponses au sujet des gestionnaires de réseaux de transport, distributeurs de réseaux de transport, donc en gros les gens qui transportent de l'électricité. Et notre cabinet de conseil les accompagne sur un certain nombre de sujets, offre des outils, offre des expertises, offre des études. Et comme toutes les entreprises, on s'est mis, en tout cas les collaborateurs se sont mis à utiliser les LLM dans leur quotidien. Et là, on avait un certain nombre d'objectifs en tant qu'entreprise qui étaient de centraliser les usages de ces LLM, d'éviter de multiplier les abonnements, parce qu'il y a des nouveaux outils, des nouvelles offres, des nouveaux LLM qui sortent tous les jours. On avait quand même l'objectif de ne pas freiner et de continuer d'accélérer nos process, mais de garantir et d'encore plus les sécuriser. Il y avait un sujet sous-jacent qui était donc de se dire: «On a désormais besoin de notre LLM sécurisé». Et puis, l'IA, c'est pas un sujet qui est nouveau, c'est plutôt le LLM en tant que produit IA qui est alors relativement récent, on est en 2025, bientôt 2026, mais qui était d'intégrer le LLM dans nos métiers, en plus des autres outils IA, typiquement la reconnaissance visuelle. Je veux bien que tu avances de slide, s'il te plaît. Merci. On avait quand même un certain nombre de contraintes, certaines sont purement réglementaires et d'autres, elles sont, liées à notre politique d'entreprise. Donc, dans ces contraintes, j'en ai listé, mais c'est pas une liste exhaustive. Il y avait la notion de ne pas être dépendant d'un fournisseur de LLM. C'est-à-dire l'idée, c'est pas de construire un ensemble de solutions autour de ChatGPT. Demain, ChatGPT est multiplié par prix par 10, on est bloqué, on doit multiplier par 10 le prix de nos produits, c'est pas envisageable. Il fallait on en a longuement parlé, donc je vais pas revenir dessus, mais une solution qui était souveraine, avec des définitions de la souveraineté qui, sans être à l'opposé, sont un peu différentes de ce qui a été présenté ici. L'idée, c'était que ce soit intégrable dans l'ensemble de nos applications. Que la tarification, elle soit simple par rapport à nos clients et par rapport aussi à mon comité de direction. Par extension, il y avait l'idée d'avoir un abonnement unique pour un ensemble de LLM et pas uniquement un provider de LLM. Et puis, il y a des sujets sous-jacents liés à l'entreprise qui sont de ne pas vouloir gérer l'infra, de ne pas vouloir gérer le modèle et notamment son entraînement. Donc c'est un certain nombre de contraintes avec lesquelles on a dû travailler. Est-ce que tu peux avancer de slide, s'il te plaît? Hop, merci. Et donc, les résultats, c'est, on est dans une phase qui est en fin d'expérimentation, là, vraiment, avec, Understand Tech, qui nous a permis un ensemble de choses, notamment l'automatisation partielle de tous nos processus commerciaux, qui vont de la réponse à appel d'offres, du criblage et du suivi des offres. On a rationalisé nos usages des LLM et par la même occasion, on a formé l'ensemble de nos collaborateurs à leurs usages. On a intégré l'IA dans nos processus métiers, que ce soit nos processus d'analyse ou de développement. Puis enfin, on a gagné en expérience sur la notion d'intégration des LLM.
ce qui a conclu à une accélération globale de nos activités et une intégration des LLM dans nos produits. Alors, je vais pas, j'ai 2 exemples ensuite et j'ai pas pris d'exemple, disons métier, puisque nos métiers sont pas forcément, compréhensibles, donc j'ai pris des exemples internes, des cas d'usage internes qu'on a fait de l'IA. Donc le premier c'est un simple entre guillemets «chatbot» dans Teams. Pour tout ce qui est canaux de communication, tout tourne autour de globalement la suite Office et pour les messages instantanés, c'est dans Teams. Et donc l'idée, c'était de se dire: «Bah, très bien, je parle à n'importe qui dans Teams, pourquoi je parlerais pas avec mon IA dans Teams, directement?» Donc c'est ce qu'on a fait, dans Teams, on a un compte qui s'appelle, N8N et si on lui parle, en fait, ce qui est branché derrière, c'est l'IA, sécurisée, donnée, mise à disposition par Understand Tech. Et l'outil qui permet de faire cette coordination entre Microsoft Teams et puis la plateforme Understand Tech, c'est N8N. Qui est une plateforme, qui permet de lier un certain nombre d'applications. Un deuxième exemple, c'est, l'analyse d'un appel d'offres. Donc des appels d'offres, il y en a tous les jours qui tombent par dizaines, partout dans le monde et dans des langues, français, anglais, espagnol et j'en passe. Et donc, on faisait déjà ce travail de récolte des appels d'offres, mais le travail d'analyse, de lecture, et de filtrage, il était fait par, un humain. Donc là encore, ce qu'on s'est dit, c'est: «Eh bah, très bien, on récupère automatiquement les appels d'offres, mais maintenant on va les faire analyser et on va, demander à l'IA de donner une note à chacun de ces appels d'offres et puis de justifier de la note qui est mise, à cet appel d'offres pour derrière, qui détermine si oui ou non, c'est une offre à lire en priorité pour se positionner dessus. Donc là, j'ai pris un exemple sur l'un des sites, donc le site européen, de l'Union européenne sur lesquels les appels d'offres tombent. Donc N8N va chercher les appels d'offres, les donne ensuite au LLM de Understand Tech et le LLM de Understand Tech vient ensuite répondre à N8N avec un certain nombre d'informations, dont un scoring et ces informations sont ensuite stockées dans une base de données qui est ensuite accessible à l'équipe commerciale et c'est un premier filtrage qui est fait, et qui permet ensuite de nous positionner sur les offres commerciales qui tombent et donc tout ça, on a pu le faire grâce à l'ajout donc du LLM et en ayant ces garanties, de confidentialité et de sécurité qui sont, inhérentes au modèle utilisé. Voilà pour ma présentation que j'ai voulu assez rapide, puisque je sais qu'il y aura peut-être des questions après. Merci, Gabin. Merci aussi, Nordine. Et juste pour vous dire, nous, notre manière de travailler, surtout pour la feuille de route, notre roadmap, c'est beaucoup conduit avec les clients. Et Gabin et son équipe, par exemple, ils nous ont, comment dire, on dit en anglais, comment dire, en fait, ils nous ont impressionnés, clairement. Là, quand vous voyez, par exemple, l'intégration dans Teams, c'est quelque chose que nous, nos clients, ils voulaient faire. On n'a pas eu le temps de le faire. Et quand je vois comment l'équipe de Gabin, ils l'ont fait rapidement, c'était impressionnant. Pareil pour nos API, on fait tellement de modifications, sont directement drivés ou conduits par les feedbacks de Gabin. Donc, quand on travaille avec des équipes comme ça, c'est win-win des deux côtés. Nous, on améliore notre produit et eux, ils ont quelque chose qui répond aussi à leur offre. Mais le travail est vraiment impressionnant, surtout toute la partie agentique sur N8N. Donc, merci Gabin et Nordi là-dessus. Je pense qu'on a fini ici. On peut prendre des questions par la suite. Clara, est-ce qu'il y a des questions déjà qui ont été posées? Oui, tout à fait. Donc, je vais juste ouvrir le chat pour que tout le monde le voit. Normalement, maintenant, tout le monde devrait le voir.
Il y a Lionel déjà qui nous a posé une question, c'était pour toi Nama tout au début. Typiquement, si on déploie un LLM en local, par exemple via Ollama, sur une instance virtuelle Scaleway en France, mais donc hors de local, est-ce concrètement une solution souveraine? Oui, clairement. Clairement. Dans ce cas-là, si la personne a les compétences techniques pour aller prendre la main et d'aller prendre un LLM et le déployer en local et tout ça, bien sûr. Là, on est sur une souveraineté même, je vais l'appeler absolue, parce qu'il n'y a rien qui sort, j'imagine, de la machine, tout tourne en local. Mais la difficulté de ce type de déploiement, Lionel, je le connais, donc je sais qu'il saura faire ça, il est très bon techniquement, mais tout le monde n'a pas des gens comme Lionel. Et donc, il faut trouver des solutions managées qui vont prendre toute cette complexité-là, Ollama, les LLM derrière, et la packager dans une solution qui reste quand même souveraine et déployable chez les entreprises facilement. Mais la réponse est oui. Ok, très bien. Et aussi de Lionel, c'était quand on faisait le quiz, il demandait pour la 3e question, donc choisir un cloud provider français non soumis aux lois Territorial. Merci. US. Je pense que la question était, est-ce qu'il faut absolument choisir un cloud français? La réponse, pas nécessairement. Vous pouvez choisir, par exemple, un cloud américain, par exemple, par exemple, si vous prenez Google Cloud Platform ou AWS, et ils ont des instances européennes, voire même des branches européennes. C'est des Américains, donc ils sont soumis au Cloud Act, mais à travers de la sécurité applicative, comme ce qu'on a fait avec Understand Tech, où je chiffre la donnée avant même qu'il atterrit dans ces clouds-là. Du coup, je vais limiter l'exposition à ces cloud providers. Ça veut dire, eux, ils vont être la machine qui va tourner mes processus, mais ils n'auront pas accès nécessairement à la donnée de client parce qu'il est chiffré avant même qu'il atterrit dans leur serveur. Donc, vraiment, tout dépend de la configuration. Donc, un cloud français va vous faciliter la tâche parce que vous n'aurez pas nécessairement à faire ce chiffrement de bout en bout. Là où un cloud américain, après, l'avantage des clouds américains, c'est que la disponibilité des GPU, la disponibilité des machines, on a partout. Mais j'ajoute une couche applicative sécurisée qui va les empêcher d'aller accéder à mes données. Super, donc Lionel te remercie et dit que c'était très clair. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, que ce soit aussi pour Noureddine ou Gabin, c'est le moment de les challenger un peu de leur côté. Je pense que le stream arrive en retard sur LinkedIn, parce que je le vois ici. Donc, tout ce qu'on nous dit en live, il arrive, j'ai l'impression... un petit peu décalé. Ouais, 50 secondes, 1 minute plus tard. Donc, dans tous les cas, on prendra aussi les questions par mail par la suite. Là, je vous ai mis mon email. Donc, s'il y a des questions pour Gabin et pour Nordine et pour Understand Tech, n'hésitez pas à m'envoyer ça. Et on peut attendre peut-être 1 minute ou 2 avant de clore le webinaire, si tu veux. Là. Ouais, il y a Isabelle également qui a demandé si elle peut avoir les slides après de la présentation. Oui. Donc, pas de souci. On peut faire ceci. Et ce qui concerne le gagnant, la gagnante ou les gagnants, on reviendra vers vous en mode off pour voir ce que vous avez gagné et puis en discuter un peu plus profondément. Donc, voilà. Je viendrai vers vous. Donc, pour le moment, pas de nouvelles questions. Tout semble clair. Allez, excellent. Bon, on peut arrêter là, Clara. Merci beaucoup, Gabin et Nordine, pour votre temps. Et voilà, et dans tous les cas, on se contactera offline. Merci, et puis bonne journée et bonne journée à tous ceux qui nous ont rejoints. Salut. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci.